essayer de respecter donc l'horaire. Je leur ai demandé à tous d'être brefs. Je vais essayer d'être moi aussi, 6 ou 7 minutes chacun. Et je dirais de ne pas faire d'analyse cosmique de la situation, mais plutôt de chacun dans son domaine de compétences, avec ses connaissances, de faire peut-être une analyse rapide de la situation, mais surtout faire des propositions, parce qu'on est là pour faire avancer le schmilblick. Donc on va l'avancer tout de suite avec Laurent Daniel, que je vois, il est là où l'attitude du penseur, là peut-être, qui a été cheville ouvrière, comme vous le savez, avec Hubert Lévy-Lambert, infatigable pour faire les 12 travaux d'Hercule. Mais c'est le nouveau travaux auquel on se livre, et on va lui demander tout de suite de nous planter le décor. Il va nous donner 3 constats et 3 priorités pour l'enseignement supérieur. Oui, bonjour à tous. Alors, merci pour cette introduction. Donc, effectivement, je vais essayer de vous planter le décor. Donc, en étant plutôt un discours d'économiste, donc un peu peut-être par rapport à ce qu'on a entendu avant, où le terrain primait peut-être un peu plus vu d'avion, mais avant, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur mon parcours personnel, parce qu'à la sortie de l'IC, j'ai créé une entreprise. Donc, par rapport à ce que disait Michel Godet tout à l'heure, il y a aussi des X, et puis on a entendu tout à l'heure un patron de PME, etc. Et j'ai vu à quel point c'était difficile, et je suis vraiment émerveillé par les gens qui font ça au quotidien, parce que c'est vraiment, vraiment difficile. Mais je remets ma casquette d'économiste, et alors je vais essayer de vous donner, donc vous planter le décor, donc les grands éléments macroéconomiques de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, en le comparant à l'OCDE, donc aux autres pays avancés. Alors, donc je voulais vous faire ici trois constats et essayer de donner 3 priorités par rapport aux constats que j'aurais fait. Donc, ces 3 constats, c'est d'abord que les dépenses d'enseignement supérieur et de recherche en France sont proches de la moyenne de l'OCDE. Donc, visiblement, c'est pas parce qu'on dépense pas assez que on a peut-être des difficultés. Deuxièmement, l'effort de la puissance publique est relativement important en France. Troisièmement, l'enseignement supérieur et la recherche, et en particulier l'enseignement supérieur, ce qu'on sait moins, a un très fort impact sur la performance économique d'un pays. Et partant de ça, je voulais essayer de donner 3 priorités. Donc, premièrement, augmenter le financement privé. Deuxièmement, renforcer les institutions d'enseignement supérieur d'excellence par des moyens, des incitations et de l'autonomie. Et troisièmement, encourager la performance, notamment des institutions de recherche publique. Alors, premier constat, donc, par rapport aux dépenses de R&D d'enseignement supérieur en France. Donc, si on compare à l'OCDE, en 2009, les dépenses de R&D domestiques en France, c'était 2,26% du PIB. Et la moyenne OCDE, c'est 2,40%. Donc, on est légèrement au-dessous, mais vraiment marginalement. Et pour rappel, donc vous savez que la stratégie de Lisbonne, élaborée en 2010 par l'Union européenne, visait 3% du PIB en dépenses de R&D. On ne l'a malheureusement pas atteint dans l'Union européenne. Et donc la stratégie UE 2020 a renouvelé cet objectif donc à l'horizon 2020. Alors si on regarde l'enseignement supérieur, donc là l'enseignement supérieur, donc là c'est un chiffre que je tiens de l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc c'est une publication régulière du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. On avait des dépenses en 2008 de 1,4% du PIB d'enseignement supérieur en France contre 1,5% dans l'OCDE. Donc on est là aussi pas loin. Et si on regarde les dépenses par étudiant, on est au-dessus de la moyenne OCDE. Donc en milliers de dollars, parité de pouvoir d'achat. Donc deuxième constat maintenant, c'est l'effort public. Donc l'effort public, les dépenses publiques pour l'enseignement supérieur et la recherche sont relativement importants. Et donc si on regarde par exemple le projet de loi de finances 2013, la mission, vous savez, c'est découpé en missions, maintenant les dépenses de l'État. Et c'est une des rares missions, recherche et enseignement supérieur, dont le budget augmente. Donc vraiment, la puissance publique dépensera en 2013, d'après le PLF, 25,64 milliards d'euros. Donc il y a une dépense conséquente. Et comme vous le savez, il y a aussi les investissements d'avenir, donc aussi connus sous le nom de grand emprunt.
Et là, sur les 35 milliards d'euros d'investissement d'avenir, il y a 21,9 milliards d'euros pour l'enseignement supérieur. Et dans ces 21,9 milliards, il y a 15,3 pour les pôles d'excellence, 3 milliards d'euros pour les projets oui, c'est bon. Donc il y a vraiment, enfin bon, voilà, vous avez compris l'idée, c'est vraiment un effort important. Troisième constat, ça compte. Parce que donc il y a un travail qui a été repris dans le rapport Crise et croissance du Conseil d'analyse économique de 2011, et on voit que si on le 1% de proportion de diplômés du supérieur, ça engendre 0,1 point de croissance annuelle de la productivité globale des facteurs. Comme ça a l'air un peu sérieux. C'est vachement polytechnicien, ça. Mais ce que ça veut dire... Vous aurez le compte-rendu avec les chiffres, en fait, c'est hyper important. Ça veut dire qu'en gros, un pourcentage de plus de diplômés de l'enseignement supérieur, c'est 0,1 point de croissance. Et quand on regarde les proportions de diplômés du supérieur en France, eh ben on voit qu'on est en retard. On en a moins. Donc par exemple, en France, on est à 24% de diplômés du supérieur. Donc c'est le pourcentage par rapport à la population de 25-65 ans. Et on est inférieur aux pays rhénans, on est inférieur aux pays scandinaves. Et on pourrait, si on... Il y a du boulot. Il y a du boulot, voilà. Ok, alors maintenant les 3 priorités. Donc première priorité, donc on voit qu'on est déjà au taquet sur la dépense publique. Donc ça serait d'augmenter la dépense privée. Donc ça c'est... Alors là je vais passer vite, je renvoie au livre donc collectif fait par X Sursaut, et il y a un chapitre sur l'enseignement supérieur, et c'est leur propos, c'est d'augmenter le financement privé de l'enseignement supérieur. Deuxième priorité, donc c'est renforcer... J'ai vu aussi quand on faisait payer les étudiants dans votre projet là. Oui, enfin on y reviendra. Je relis, je passe vite, on me dit de passer vite. Donc deuxième priorité, c'est renforcer les institutions d'enseignement supérieur d'excellence. Alors là, il y a le rapport de Aguillon, fait en 2010, donc il avait remis à l'époque à la ministre Pécresse, et donc qui dit que c'est fondamental d'avoir des institutions d'enseignement supérieur d'excellence avec 3 leviers essentiels pour leur succès, c'est des moyens, une autonomie et des incitations. Donc le rapport Aguillon est basé sur une étude économétrique qui montre qu'il y a vraiment des seuils critiques, notamment 1,7 milliard de dollars de budget, 2700 enseignants-chercheurs, etc., 17 000 étudiants. Donc ça, il y a vraiment une taille critique pour le succès. Donc nous, on a peut-être des petites institutions, mais il y a d'autres moyens, des coordinations, des coopérations, peut-être pour arriver à cette taille critique. Voilà. Troisième priorité, c'est encourager la performance des institutions de recherche publique. Alors, ça, c'est un travail qui a été fait par l'OCDE, et il regardait, en fait, donc d'une part, premier constat, c'est que la France a une détention assez faible par rapport à d'autres grands pays industrialisés en termes de brevets. Donc voilà, on détient 4% des brevets triadiques, alors que l'Allemagne en a 12% et les États-Unis 30%. Voilà, on est quand même très en retard. Et deuxième constat intéressant, c'est que en France, 11% des brevets sont déposés par les institutions publiques de recherche, ce qui est beaucoup plus, ce qui est contre quasiment le double de la moyenne de l'OCDE. Donc on a des institutions de recherche publique qui comptent énormément, et en même temps, on est en retard. Donc l'encouragement du dépôt des brevets par les institutions publiques est peut-être un levier pour compenser ce retard. Voilà, slide suivant. Donc là, on voit la part de la France. Donc on est un des pays où les institutions publiques de recherche déposent le plus de brevets en proportion. Vous avez sauvé le CNRS, là. Merci Laurent Daniel. Non, on peut l'applaudir parce que il avait beaucoup plus à dire, mais il a respecté son temps de parole. Bravo Laurent, et il y a ensemble des questions, et en plus ces documents sont tout à fait intéressants. Bernard Eisenberg, alors on va changer un petit peu de sujet. Bernard Eisenberg, il a un peu tout fait dans sa vie, il a fait du public, du privé. Il a fait aussi beaucoup de monde associatif parce que, comme je disais, pas plus tard qu'il y a au téléphone, il a le profil idéal pour être administrateur d'une belle association. Et il a été administrateur de nombreuses d'entre elles, et il a vu un peu les manières dont elles fonctionnaient avec les grandes structures publiques, hein, type CNRS, type ONERA, type INSERM, etc. Et les dysfonctionnements dans ce fonctionnement, et donc peut-être quelques propositions à faire sur ce sujet. Bernard Eisenberg.
Merci. J'ai surtout d'ailleurs la connaissance de ce qui s'est passé dans les fondations et les associations que j'ai créées dans le domaine notamment de la recherche médicale ou dans d'autres. Et j'en dirai un mot dans un instant, bien entendu. D'ailleurs, je quitte un des présidents de conseil scientifique d'une de ces fondations avec lesquelles j'ai préparé le conseil scientifique de la semaine prochaine. Donc tout ça est un peu frais dans mon esprit, sinon très clair sur les voies et moyens pour améliorer les choses. Alors je complète le tableau qu'a fait Jean-Daniel de la recherche-développement pour dire simplement que dans les années gaulo-pompidoliennes, dans les années 60, on a presque atteint le taux de 3%. On l'a un peu oublié, nous en étions à 2,8, 2,9, et puis on a régressé régulièrement, et même brutalement depuis, pour retomber à 2,2. Aujourd'hui, les pays qui dépassent 3% sont la Corée du Sud, les pays nordiques d'Europe, la Suède et la Finlande, curieusement la Turquie, comme quoi, la Turquie en ce moment a plusieurs cordes à son arc en matière de développement économique, et quelques autres. Et nous sommes, hélas, dans le bas du classement de l'Europe, et tous les chiffres qui vous ont été donnés sur l'OCDE et qui montrent que la France ne tire pas si mal son épingle du jeu, quand vous les rapportez non plus à l'OCDE mais à l'Europe, et notamment à l'Europe au sens ancien du terme, disons l'Europe à 9 ou à 12, les chiffres sont hélas beaucoup moins bons. Voilà pour le panorama. Alors j'en viens à ce que je connais un petit peu moins mal, qui est le secteur public de l'aide à la recherche-développement, de la recherche-développement. Bon, c'est 140 000, 150 000 personnes au total, dont 40 à 45% de chercheurs qui sont dans le monde universitaire, bien entendu, dans tous ces laboratoires qui sont en marge de l'université et qui se sont développés massivement depuis une quinzaine d'années, et puis dans les grandes institutions publiques de recherche du genre CNRS, INSERM, qui sont une spécificité française qu'on ne retrouve pas au même degré aux États-Unis, même si dans le domaine médical, bien sûr, le NIH aux États-Unis n'a rien à envier à notre INSERM. Alors ces structures travaillaient en quasi-autarcie il y a 20-30 ans. Elles ont désormais des liens très étroits avec le monde de la recherche dans l'entreprise, dans l'industrie, Dieu merci. Mais il a fallu pas mal d'années pour y parvenir. Je me souviens en particulier qu'à l'école polytechnique, où j'avais essayé de faire en sorte de renvoyer une centaine d'élèves par an vers la recherche, parce que je considérais que c'était le devoir de cette école, qui sélectionnait quand même les cerveaux les plus agiles dans les grandes disciplines scientifiques, de ne pas sevrer le secteur de la recherche dans ces disciplines. Quand je discutais avec ces jeunes chercheurs, je les trouvais complètement fermés à l'idée un jour d'aller vers des brevets, vers des licences, et alors encore bien davantage d'être rémunérés sur ces brevets. J'avais d'ailleurs, quand je présidais l'Institut Pasteur, la même réaction de la part des pasteuriens, vous savez, les chercheurs de l'Institut Pasteur, qui à leur grande majorité me disaient « Monsieur, pas question de déposer des brevets, encore moins d'être rémunérés ». Et à l'époque, 60% des chercheurs adhéraient à ce point de vue. Aujourd'hui, ils ont complètement basculé. De la même façon, j'espère que les chercheurs issus de l'école polytechnique. Alors ces chercheurs, pour vous donner un peu leur profil de façon caricaturale, chaque année, 20% d'entre eux déposent un brevet, ce qui est encore une fois nouveau, et 60% publient un texte chaque année, ce qui veut dire que, ce qui ne veut pas dire, mais par ailleurs, chaque universitaire par an publie 2 fois et dépose à peu près un quart de brevet. Et les royalties reçues tirées de tous ces brevets représentent à peu près 1% des dépenses que l'État consacre à la recherche-développement dans le secteur public. Donc vous voyez qu'on est loin du compte en termes de rémunération. C'est dit les Américains, où les dépôts de brevets sont infiniment plus élevés, enfin 4 fois plus élevés en gros, ont une rémunération de leur recherche-développement qui est de l'ordre de 3-4%, donc 3 fois plus élevée qu'en France, mais quand même pas très, très, très importante. Alors en fait, le vrai problème est celui de la vocation de ces institutions. Pour la partie fondamentale, la vocation est claire, elle est de faire progresser les allées du savoir et d'ajouter à la culture générale du pays. Pour la partie recherche-développement, les choses sont plus complexes. Je pense qu'aujourd'hui, il est à peu près clair dans l'esprit de tous les chercheurs que ceux-ci doivent nouer des liens très étroits de coopération avec les chercheurs du monde industriel et s'adosser à eux, les aider et déposer en commun souvent, le cas échéant, des brevets ou en tout cas leur donner des idées.
Les laboratoires d'entreprises, jusqu'à une époque récente encore, fonctionnaient un peu tous sur le même modèle. On faisait du screening de molécules. Ces laboratoires avaient des pharmacopées de quelques milliers, des bibliothèques de quelques milliers, voire dizaines de milliers de molécules, et on les passait au crible d'un certain nombre d'analyses sur, que sais-je, des bactéries, des virus. Et aujourd'hui, Dieu merci, grâce à la recherche publique, ce screening un peu bête, aveugle, a été remplacé par un screening beaucoup plus intelligent qui se fait sur des pistes décelées par les chercheurs du secteur public. Donc le concours, la coopération entre les deux secteurs est aujourd'hui quelque chose de très prometteur et qui permet davantage de mesurer l'efficacité de la recherche que le taux des brevets, encore très faible, pris par les chercheurs eux-mêmes. Alors aux États-Unis, le panorama montre que ce sont un certain nombre de grandes universités qui déposent ces brevets ou qui coopèrent avec les laboratoires, avec le NIH et quelques autres structures publiques. Et curieusement, à des idées reçues, ce n'est pas le MIT qui domine, c'est l'université qui a de loin, très avant, très au-delà du MIT, des brevets et des redevances de brevets très importantes. C'est la Northwestern. Après, c'est l'université de l'Illinois. Après, c'est l'université de New York. Le MIT vient en 6e position. Devinette pourquoi ? Parce que ces 5 universités ont chacune une molécule pharmaceutique qui leur procure des revenus absolument énormes, qui font passer au second rang tous les résultats, toutes les licences des autres découvertes. Et d'ailleurs, en France, le CNRS en matière de redevances vit sur une seule molécule qui s'appelle le Taxotere, pharmaceutiquement parlant, qui est un anticancéreux et qui représente 90% des revenus de licence du CNRS. Donc voilà de façon extraordinairement rapide comment fonctionne la recherche dans ces structures publiques. Elles ont pris le bon virage maintenant de cette coopération qui n'est plus tabou avec les laboratoires privés, le bon virage du dépôt de brevets grâce à la loi Allègre en 1999 pour le compte des laboratoires et même des chercheurs, et même les pastoriens ont évolué dans ce domaine. Donc tout semble aller bien, à ceci près que quand on regarde les résultats de tout ceci par rapport aux résultats britanniques et aux résultats allemands, on est surclassé vis-à-vis des scientifiques britanniques et vis-à-vis des chercheurs technologues scientifiques allemands. Et on l'est, hélas, brutalement dans les deux cas. Et d'ailleurs, les chercheurs en conviennent. Alors, problème maintenant, comment faire ? J'ai encore une minute. Encore une ou deux minutes, oui. Merci. Comment faire ? Je n'ai pas, bien sûr, la potion magique qui leur permettrait à ces chercheurs de faire aussi bien que leurs homologues anglais d'un point de vue scientifique ou allemand d'un point de vue technologique. Ce que je dis là est étayé par des chiffres que je n'ai pas le temps de vous donner sur les brevets, les royalties ou le nombre de publications. Le nombre des publications des chercheurs britanniques est très supérieur à celui des chercheurs français par tête de pipe, et le nombre des brevets des Allemands, tout ceci étaye ce que je viens de dire. Et des publications reprises, ce qui est important, non pas des publications uniques. Alors comment aider ces chercheurs français à rejoindre les Anglais et les Allemands, et comment permettre à la France, globalement, macroéconomiquement, de rejoindre ces deux pays ? Eh bien, il y a un problème budgétaire, ça va sans dire, mais c'est dans les périodes de crise qu'il faut probablement faire un effort. Et d'ailleurs, on retrouve là Schumpeter, je veux dire, la destruction créatrice est en œuvre, la création n'est pas tout à fait au rendez-vous, en nombre d'entreprises créées, de start-up ou de germes de start-up. Donc si on veut s'inspirer de Schumpeter, on devrait quand même essayer d'aller beaucoup plus loin dans le poids de l'aide publique de l'État à ce secteur. Et puis pour les chercheurs eux-mêmes, il leur faut plusieurs choses. À mes yeux, une liberté plus grande. Ils sont pris maintenant dans un faisceau de contraintes absolument extraordinaires. On les juge toute l'année par 3 ou 4 structures superposées. On leur demande de concourir vis-à-vis de l'industrie privée à des tas d'appels d'offres sur des thèmes qui sont d'ailleurs souvent passionnants. Pour valoriser leur recherche, ils ont affaire à 3 structures, au CNRS par exemple, qui sont 3 écrans par rapport au dépôt de brevets. Bref, ils font de l'administration autant que de la recherche. Et tous les chercheurs le disent, je veux dire, je les vois, je les côtoie tous les jours en matière de recherche médicale et de recherche biotechnologique notamment.
Et donc il faut simplifier ces structures, leur donner une liberté plus grande de recherche, parce que pour l'instant ce sont les caciques de la recherche qui, par tous les conseils scientifiques, qui émaillent l'avis du CNRS, de l'INSERM et des autres structures, qui sont le point de passage imposé pour un jeune chercheur ou une jeune équipe qui a des idées originales et qui n'a pas forcément toutes les chances de percer, parce que les vieux ont leurs idées qui sont des idées de vieux, pardon, j'en fais partie. Et donc il faut laisser plus de liberté aux jeunes chercheurs. Et puis il faut aussi quand même les considérer et les rémunérer. Alors les rémunérer, bon, c'est évident, ils ont des salaires de misère. Ils sont quasiment au SMIC en début de carrière, ou légèrement au-dessus du SMIC, et pas très éloignés non plus en milieu de carrière. Et les considérer, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les médias les mettent en valeur, davantage qu'ils ne le font actuellement, puisque les chercheurs, hélas, sauf quand ils ont un prix Nobel, ne font pas partie des people. Voilà. Et puis il faut les aimer, hein, pardon de dire les choses sous cette forme, un peu comme on aimait l'industrie sous Pompidou. Pompidou avait fait en sorte que l'industrie, que les chefs d'entreprise soient considérés, qu'ils représentent une part de la souveraineté française d'un point de vue économique. Mais il faudrait, je crois, essayer de faire en sorte qu'aujourd'hui, les chercheurs aient le même statut vis-à-vis du pouvoir politique. Vaste programme, et je vous remercie. Merci Bernard Exambert. Je vais laisser maintenant la parole à Alfred Galichon, qui est professeur d'économie donc à Sciences Po, et qui souhaitait intervenir sur le thème du déficit d'attractivité de la France dans le domaine de la recherche. Et évidemment avec l'idée de faire quelques propositions, le tout en 7 minutes bien entendu. Merci, en 5 minutes. Bon. Non, 7, c'est large. Merci. Moi, je vais présenter un point de vue de terrain, puisque je suis enseignant-chercheur. Je suis revenu il y a 6 ans des États-Unis, où j'avais fait ma thèse à l'École Polytechnique et à Sciences Po. Et j'ai été confronté depuis à la problématique du recrutement, qui est un problème important pour les universités. Quand vous êtes enseignant-chercheur, vous passez un temps significatif de votre temps à essayer de recruter, à essayer d'attirer, notamment sur le marché international. Et en économie, qui est ma discipline, il y a une grande foire en janvier dans une ville différente chaque année aux États-Unis, où l'offre rencontre la demande et les recruteurs recrutent les cerveaux sortis des différentes universités mondiales. Et donc, c'est extrêmement difficile pour une université française de recruter, et je voudrais essayer de donner quelques raisons. Il y a évidemment la question des conditions de vie, la question salariale. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est vrai que quand vous proposez à un chercheur confirmé le tiers de la rémunération qu'il a aux États-Unis ou en Angleterre pour venir chez vous, Paris est une ville sympathique, mais vous êtes souvent accueilli avec un petit peu de scepticisme. Mais il n'y a pas que ça. Donc il y a les conditions salariales, c'est pas tout. Je pense qu'il y a les conditions de travail plus généralement. Et sur l'attractivité, je pense qu'il y a un gros problème qui sont liés aux grilles de la fonction publique, hein, et c'est extrêmement difficile d'en sortir. Alors il y a des moyens. Il y a des moyens notamment par les chaires, notamment par différents canaux, mais c'est très difficile d'offrir un financement pérenne aux chercheurs que vous cherchez à recruter, puisque typiquement les chaires durent 5 ans, en général maximum. Et donc vous ne pouvez pas vous engager sur la durée, vous avez un espèce de flou sur ce qui va se passer. Les conditions de travail, il y a une énorme difficulté sur les fonctions support. Il faut permettre à ces chercheurs de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, de pouvoir écrire des projets de recherche, puisque le financement de la recherche aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça se fait sur projet. Ça demande beaucoup de temps pour les chercheurs qui écrivent ces projets, et il faut les aider, dans la mesure du possible, à se concentrer sur la partie scientifique de ces appels à projets. Et ça, on a beaucoup de mal à proposer ça en France, malheureusement.
Et puis il y a ce qui peut paraître anecdotique, mais ce qui ne l'est pas tout à fait, c'est la rémunération que j'appellerais rémunération symbolique. Quand vous faites venir un professeur américain ou anglais qui a l'habitude d'avoir un faculty club, d'avoir une high table, de prendre ses repas à une high table si c'est un professeur anglais, vous l'emmenez au self-service et il trouve que ça manque un petit peu de décorum, de prestige. Et c'est anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça. Je pense qu'il y a une question de considération de la fonction qui n'est pas tout à fait la même dans notre pays que ce qu'on peut voir à l'étranger. Je pense que le dernier point, outre les conditions de vie, les conditions de travail, c'est la stabilité institutionnelle et la complexité croissante du montage institutionnel auquel on assiste ces dernières années. C'est absolument difficile de dire à un chercheur qu'on va le recruter sur un IDEX, qu'il aura un complément de rémunération sur un LABEX, mais qu'il faudra qu'il signe de la FCS. Si vous n'êtes pas complètement... ça, c'est quoi la Fondation de coopération scientifique. Voilà. Si vous n'êtes pas au fait des dernières avancées des montages en la matière, vous êtes complètement perdu. Et je pense que c'est, en termes d'image, projeté vis-à-vis du monde extérieur, c'est tout à fait dommage. Voilà, maintenant que faire? Je pense qu'il ne faut pas rester sur un constat d'échec, parce qu'il y a quand même des exemples qui prouvent qu'il y a des choses qui marchent en France, il y a des exemples intéressants, et je pense qu'il faut s'en inspirer, domaine par domaine. Je citerai quelques exemples. Je pense que, premièrement, le fundraising est un domaine dans lequel les institutions françaises ont fait des progrès énormes ces derniers temps. Il faut que ça continue. Notamment Toulouse School of Economics l'a fait, Paris School of Economics, mais aussi l'École Polytechnique. Et ça, c'est un exemple, je pense, qui nous est tous cher. Je constate, moi étant de la promo 97, que de plus en plus de mes camarades adhèrent. Et je pense que ce n'est pas une question de quantité, c'est vraiment une question d'adhésion. Je constate aux États-Unis, pour avoir enseigné aux États-Unis, que tout le monde donne, quels que soient ses moyens. Et évidemment, il y en a qui donnent plus que d'autres, heureusement, mais il y a une espèce de contrat moral avec l'institution qui est qu'on a bénéficié d'une éducation qui en plus est gratuite dans le cas des polytechniciens, et on donne, c'est une forme d'élégance. Ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième point, c'est de clarifier le positionnement. Je parlais tout à l'heure des problèmes liés, de clarifier le positionnement vis-à-vis de la gestion publique et de la gestion privée. Et ça, c'est un problème épineux. Je ne prétends pas le résoudre en 5 minutes, mais je parlais des... Donc vous ne faites que l'évoquer, quoi. Je ne fais que l'évoquer. Je parlais des contraintes liées aux grilles de la fonction publique. Je pense qu'il faut savoir comment essayer de mettre une ligne claire entre ce qui relève de la gestion publique et ce qui relève de la gestion privée. Ce n'est pas évident pour les différents établissements. Je pense que HEC... Sciences Po notamment. Ouais. Je ne commenterai pas le cas de Sciences Po, mais je pense qu'à HEC, il y a en ce moment quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est le changement de statut d'HEC, qui est en projet. Et Sciences Po va évoluer. Sciences Po faisait partie de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Sciences Po va évoluer en une société par action à but éducatif, dont la CCIP sera actionnaire. Je pense qu'il faut suivre ce qui se fait. Ça me paraît être une évolution extrêmement intéressante. Je ne prétends pas, évidemment, que ce modèle est applicable à toutes les institutions, mais certainement, il y a des idées à puiser là-dessus. Je pense que le troisième point, c'est de savoir, pour ces établissements, se positionner au-dessus du clivage grande école-université, qui fait énormément de dégâts aux différentes institutions, puisqu'on est très très vite dans l'invective, dans ce débat. Et je prendrai 2 exemples. Je prendrai l'exemple de Sciences Po. Je pense que Sciences Po a réussi à se placer au-dessus de ce clivage grande école-université. Sciences Po n'est ni une grande école ni une université, mais combine un petit peu des deux. Et l'autre exemple que j'ai en tête, c'est celui de Toulouse School of Economics, qui, à l'inverse, part d'une université, c'est l'université de Toulouse 1, et qui crée une grande école. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, parce que c'est un exemple unique
d'une université qui se rapproche du monde des grandes écoles et qui finalement transcende le clivage entre ces deux mondes. Et mon dernier point, avant de terminer, de passer la parole à Marion Guillou, c'est sur la complexité des montages institutionnels. Je pense que là, l'exemple de ce qu'a su faire HEC, encore une fois, est intéressant. C'est-à-dire que HEC a su, non pas rester à l'écart de ces montages institutionnels, mais a su en prendre ce qui était bien et a su garder son identité sans se perdre dans une controverse sur la nature des coopérations, qui est extrêmement complexe et qui est nuisible à l'identité des établissements. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé très illustré. Puis en plus, votre voisine de gauche buvait du petit lait, là, à un certain moment. Je vous sentais très contente de ce que disait donc M. Galichon. Donc Marion Guillou, on est content de vous avoir en tant que présidente du conseil d'administration de l'école. Auteur aussi de 9 millions d'habitants à nourrir, ça c'est en 2050. 9 milliards, monsieur. Il y en avait que 9 millions. C'est en 2050, ça quand même, c'est pas encore demain. Bon, ok. Donc, dans le court terme, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont, faire le point sur les initiatives de notre école dans le domaine donc de la recherche, l'innovation et je crois aussi la formation en management. Le tout, évidemment, dans un temps extrêmement limité, alors que vous pourriez en parler pendant 1 heure. Oui, je vais d'abord bonsoir. Je ne vais pas parler de crédit, mais je vais parler d'innovation et d'entrepreneurs pour reprendre un peu l'analyse de Schumpeter. Donc l'innovation pour l'X, c'est la recherche qui s'y fait et c'est la formation qu'elle donne au croisement des sciences dures, ce qu'on appelle les sciences dures, et des sciences humaines et sociales. Et si j'en parle, c'est pour revenir sur ce que disait Bernard Eisenberg auparavant. Je pense qu'on a changé de modèle en matière de recherche. C'est-à-dire, je suppose, parce que là je connais au moins le domaine agronomique un peu mieux, que la recherche est devenue très chère, quand c'est de la recherche de pointe avec des appareils extrêmement sophistiqués en génomique, en protéomique, etc., pour les entreprises individuelles. Et donc, de plus en plus, elles font faire leur recherche collective dans les domaines que je connais, en biologie en tous les cas, par des centres publics. Et puis, ensuite, elles exploitent ces recherches collectives individuellement. Ce qui fait que du côté des entreprises, me semble-t-il, il y a plus de demandes, en tous les cas en recherche en biologie, qu'il y en avait il y a quelques années vis-à-vis des centres publics de recherche. Ça, je peux en témoigner pour avoir, pendant 8 ans, présidé une institution qui a travaillé avec des entreprises sur ces projets de recherche collective. À Polytechnique, c'est la même chose. Quand on fait une installation laser, quand on fait un laboratoire sur les couches minces, on travaille avec des séries d'entreprises qui, même quand c'est Total et EDF, doivent s'adresser ensemble à un laboratoire public pour avoir l'installation qui est extrêmement chère et qui permet d'envisager une autre voie d'innovation pour le photovoltaïque. Donc ça, me semble-t-il, c'est un des moteurs du changement côté demande des entreprises. Et puis Bernard Eisenberg avait totalement raison, du côté des chercheurs du public, ça a changé. Yannick Descata me racontait la difficulté, on ne devrait pas le dire, c'est les secrets des délibérations de conseil d'administration, mais la première fois quand Thalès a proposé de s'installer sur le campus de Polytechnique, la réticence initiale des représentants des enseignants-chercheurs de l'école, par le symbole que ça représentait d'accueillir sur le campus une entreprise privée. Et puis, me dit-il, c'est, je crois, Charpak qui leur a dit, écoutez, maintenant, on a changé de monde, et qui les a convaincus. Donc, effectivement, beaucoup de chemin a été franchi depuis, puisque, à l'école, je constate que les 15 chaires, les chercheurs sont totalement demandeurs. Je veux dire, les contrats de recherche avec les entreprises, c'est 26 millions d'euros par an. Et heureusement, je dirais, puisque l'État nous demande de trouver de plus en plus d'autofinancement. Donc, la capacité d'innovation, c'est parfois, et là, j'avoue que ce qu'a dit Michel Godet m'a un peu choqué, on a besoin, quand on va faire du photovoltaïque autrement que par la technologie silicium, on a besoin de recherche, on a besoin de gens qui aient des idées autres, ce qu'on appelle des sauts, des choses complètement nouvelles. Donc, et là, je pense que ça ne s'invente pas dans son arrière-cuisine. Et puis, effectivement, par contre, je le rejoins sur le fait que lorsque les machines à égrener le coton sont arrivées en Égypte, et c'est ça que Schumpeter avait remarqué, c'était une innovation de marché, ce n'était pas une innovation technologique, et donc les innovations, elles sont de divergence, d'où l'intérêt de croiser les sciences physiques, les sciences mathématiques et les sciences humaines et sociales, ou les sciences
disons, le multidisciplinaire. Donc ça, c'est pour la partie innovation. Alors pour la partie formation, parce que l'école polytechnique, c'est un lieu de formation avant tout, je dirais une première chose que je n'ai pas entendue aujourd'hui et que j'ai lu avec plaisir dans le rapport gallois. Nous sommes un des derniers pays dans lesquels l'enseignement des sciences est attractif. Et je me situe au-delà de la fracture grande école-université. Il n'empêche que le système de valorisation par les études d'ingénieurs, notamment des études scientifiques, fait que nous sommes un des derniers pays dans lesquels le recrutement en sciences n'est pas un problème. Et je le dis parce que le rapport gallois l'a dit, mais au-delà, je pense qu'on ne le dit pas assez. De fait, on a encore des bons élèves qui vont faire des études de sciences. Je suppose que pour ceux d'entre vous qui sont allés un peu étudier à l'étranger, vous avez vu que, mettons aux États-Unis, dans les voies d'ingénieurs, vous avez beaucoup de monde. Mais beaucoup de monde en provenance d'Asie, beaucoup de monde en provenance d'Europe, mais très très peu de personnes en provenance des États-Unis. Donc c'est quand même un atout pour notre pays, me semble-t-il, parce que la compétence, ça joue quand même un rôle, quel que soit le domaine dans lequel on est. Alors pour l'X, je dirais il y a eu le projet, on a une école qui est sans doute assez différente de celle que nous avons fréquentée, que j'ai fréquentée, sans doute que certains d'entre vous ont fréquenté, grâce à Bernard Eisenberg, je dois le dire, et puis à la réforme conduite par Pierre Faure, qui a fait l'internationalisation, fait qu'on s'est mis au système LMD, c'est-à-dire comment faire en sorte de rentrer pour pouvoir échanger avec les universités, parce qu'effectivement, la voie d'évolution d'une grande école comme Polytechnique, c'est sûrement pas le renfermement sur elle-même avec un modèle sacro-saint, c'est le fait d'être au contraire content d'avoir des élèves compétents et donc de s'ouvrir sur les différents parcours possibles. Et je pense que le passage au LMD a été extrêmement important. C'est quoi LMD, excusez-moi ? Licence, master et doctorat, vous savez, c'est le fait de pouvoir, à l'école, par exemple, il y a un certain nombre de masters et les élèves polytechniciens suivent les masters en même temps que des élèves des universités, que des élèves étrangers. C'est extrêmement ouvert. Ce qui nous permet d'offrir plus de formations. Au dernier, comme on est partagé, on peut avoir un excellent niveau de formation. Et ça nous permet des parcours ouverts sur les autres partenaires. Donc je dirais ça, c'est la réforme X2000, donc une réforme qui a augmenté les effectifs, qui a internationalisé l'école et qui a permis de se mettre à ce standard international avec ses porosités possibles. Et là, avec Claude Bébéard, avec quelques autres, on nous a demandé qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour adapter l'école au XXIe siècle. Et on a proposé à nouveau une évolution de l'école. Et je vais vous la résumer en 3 minutes, puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Et c'est ce que nous avons signé dans le contrat d'objectifs pour 2012-2016. D'abord, on a demandé un enseignement plus interactif, des gens plus participatifs, parce que les grands amphis, c'est bien, parce que vous avez des orateurs prestigieux, et parfois c'est extraordinaire les souvenirs qu'on a de ces grands amphis, mais participer à un travail de groupe, c'est quand même essentiel pour apprendre l'équipe et pour apprendre la créativité autour d'un projet. Deuxième orientation qu'on a proposée, c'est celle d'intégrer la 4e année dans la scolarité réellement, parce que quand la réforme a été faite, c'était à financement constant, donc l'école avait un peu négligé la 4e année faute de moyens. Là, on voudrait l'intégrer à la scolarité, donc qui se fait en 4 ans, et faire 3 filières, en reconnaissant que quand on est polytechnicien, on a des envies qui sont diverses. J'ai oublié de dire que Laurent Bilès-Carabédian, qui est là aussi, était dans ce groupe l'AX était dans ce groupe de travail. Donc, l'idée d'avoir 3 filières avec l'approfondissement scientifique, et là je rejoins totalement Bernard Eisenberg, on ne recrute pas de très bons scientifiques d'une génération pour ensuite leur dire « vous faites tout sauf de la science ». Et aujourd'hui, à la sortie de Polytechnique, vous en avez 25% qui poursuivent par un travail de thèse. La plupart ne seront pas chercheurs, mais la plupart auront appris par le travail de thèse le travail créatif de l'approfondissement. Et me semble-t-il que c'est pour des gens qui ont été sélectionnés sur des critères scientifiques, extrêmement important. En tous les cas, c'était un de nos éléments forts des dernières années. Donc, soit on approfondit, soit on innove, on fait des projets d'ingénieurs au sens complexe du terme. Et là, on voudrait, avec les écoles qui vont s'installer sur le campus de l'école, repenser, donc notamment Télécom, AgroParisTech, l'ENSAE qui ne s'appelle plus comme ça maintenant,
avec l'Institut d'optique, avec l'ENSTA, qui est déjà installé sur le campus de l'école, tous ensemble concevoir cette 4e année de formation, disons, au système complexe, les sciences de l'ingénierie, ceux qui veulent être ingénieurs grands projets, qui veulent pouvoir concevoir type Airbus, type fusée, enfin des choses extrêmement complexes où on a besoin de savoir parler plusieurs langages et de penser l'intégration des systèmes. Et puis la 3e filière, on l'a négociée avec notre voisin d'HEC. Vous savez qu'on a notamment créé un double diplôme avec nos voisins d'HEC et avec d'autres, si d'autres le souhaitent. C'est-à-dire comment mêler management et sciences, puisque finalement ce sont des scientifiques, mais certains voudront faire du management, il faut le reconnaître, et sans doute faut-il leur donner plus d'outils en matière de management. Donc c'est la 2e composante de la réforme qu'on propose, qui est totalement compatible avec notre intégration dans l'université Paris-Saclay. Rassurez-vous, on aura simplement une alliance un peu plus forte avec les gens qui seront sur le campus de Palaiseau. 3e réforme, c'est le modèle financier, puisqu'on doit aujourd'hui autofinancer 20% de notre budget, peut-être ne le saviez-vous pas. Et grâce notamment à la levée de fonds, au fundraising, on arrive à Claude Bébéard, qui est le quêteur-chef, comme il le dit, de l'école polytechnique. On arrive à trouver quelques financements et à l'avenir, on devra trouver 30%. Donc, il nous faut changer notre modèle financier. Alors oui, moi je dirais, pour reprendre ce que disait tout à l'heure la table ronde, oui, il y a des facteurs de confiance à mettre en place et il faut notamment à nos élèves leur donner des éléments de confiance en eux et éléments d'accompagnement quand ils créent des entreprises. Il y a désormais un enseignement, création d'entreprise à l'école. Il y a 80 élèves par an qui suivent cet enseignement. Sans doute ne le savez-vous pas, mais on a désormais plusieurs dizaines d'élèves par an qui créent des entreprises. Et c'est un phénomène extrêmement nouveau par rapport, en tous les cas, à la génération que j'ai connue sur les rangs de l'école. Et personnellement, je vais me permettre une remarque très personnelle. Le succès d'Indignez-vous m'a beaucoup agacée. Parce que est-ce qu'il faut apprendre à nos jeunes à s'indigner ou à s'activer ? Moi, je dirais activez-vous. Merci Marion Guillou. Juste un mot à propos de Louis Gallois. Le même Louis Gallois disait il y a quelques années qu'il regrettait que 40% d'une promotion de l'X aille vers la finance, alors que lui, il voulait justement, vous pouvez confirmer que c'est fini. Non, mais en tout cas, je sais très bien parce qu'il me l'a dit personnellement. Oui, ça a évolué. Et ça a été vrai, ça a été vrai. Ah bah, ça a été vrai, oui. Vous savez, quand nos jeunes, ils ont été, en tous les cas, c'est aujourd'hui un peu moins vrai parce qu'ils sont sensibles aussi à l'image des métiers. Au-delà du salaire, ils sont aussi sensibles à l'image sociale des métiers. Mais de fait, ça n'est plus vrai. Désormais, je pourrais vous donner, dans notre rapport d'activité, vous avez chaque année ce que deviennent nos élèves, puisque le bureau carrière suit le devenir de nos élèves. Très bien. Merci. On va passer sans transition à votre voisin, donc ParisTech, Yves Poilane, directeur donc c'est le Télécom ParisTech, et qui va nous donner ses vues sur ses recommandations pour l'enseignement de la recherche et de l'innovation, même au niveau primaire, et peut-être pas primaire, mais secondaire et supérieur. Oui, merci. Oui, je suis à la fois directeur de Télécom ParisTech et président de ParisTech en ce moment. Alors, je vais vous parler d'expérience, de 5 ans de direction de Télécom ParisTech et puis un petit peu moins de président de ParisTech. En matière d'innovation dans les grandes écoles, il faut se garder de tomber dans les deux extrêmes qui sont d'une part de penser qu'on n'a rien fait et que la France serait effectivement victime de la qualité de sa formation d'ingénieur si aujourd'hui elle se trouve dans la situation délicate dans laquelle elle est, et l'autre qui consisterait à penser qu'on a tout fait. C'est un travers qu'on a parfois de penser qu'on a déjà tout fait parce qu'on a une option innovation dans une école, parce qu'on a des laboratoires sur l'innovation dans une autre, parce qu'on a mis innovation dans son slogan dans une troisième, la mienne, dont le slogan est innover et entreprendre dans le numérique. Donc voilà, il faut bien se dire que certes on a fait des choses, et je vais rapidement évoquer ce qui se fait aujourd'hui dans les écoles de ParisTech, mais il nous reste évidemment beaucoup encore à faire. Alors, on ne part pas de rien, mais je vais vous parler de ce qu'on a vu en tant que ParisTech en matière de formation à l'innovation et qui a été consigné dans un excellent ouvrage que je vous recommande, qui n'est pas vendu, qui doit être distribué, qui est téléchargeable sur le site de ParisTech, qui s'appelle « Former à l'innovation à ParisTech ». Effervescence et perspective, qui remonte à peu près il y a 2 ans, et tous les enseignants-chercheurs du domaine de l'innovation se sont réunis et sont allés voir toutes les écoles de ParisTech, il y en a 12, pour faire le point sur ce qu'elles faisaient en matière de formation à l'innovation.
Et qu'est-ce qu'elles ont vu? Elles ont vu une extrême variété des dispositifs présents. Alors depuis, alors l'école polytechnique, effectivement, il y a Marion. Tout ce que dit Marion est vrai, bien sûr. Les choses ont beaucoup changé par rapport à ce que ça a pu être à notre époque. Il y a un master projet innovation conception, d'ailleurs, qui a été élaboré, conçu avec l'école, avec Mines ParisTech. À l'Institut d'optique, il y a une formation ingénieur entrepreneur qui est très connue. HEC a développé HEC Entrepreneur. Au Mines, il y a le projet qui s'appelle MIG. Ça veut dire métier d'ingénieur généraliste, je crois, hein, et donc qui vise à stimuler les capacités d'innovation et d'entrepreneurship chez les diplômés, enfin les futurs diplômés, et puis même Télécom CMI, et nous avons effectivement, enfin ça fait déjà très longtemps que nous avons un module de création sur la création d'entreprises, mais j'y reviendrai tout à l'heure, nous avons développé des formations visant à stimuler l'innovation. Et puis je ferai une mention spéciale pour l'ESPCI ParisTech, où la formation à l'innovation se fait moins par des dispositifs spécifiques que par la mise en relation des étudiants avec les enseignants-chercheurs de l'école qui sont eux-mêmes très innovants, mais j'y reviendrai. Alors, ce premier rapport, ça n'a pas été juste un bout de papier, il a servi, et là je peux en témoigner parce qu'on s'en est servi à Télécom ParisTech, mais aussi à Insta ParisTech, pour, je dirais, prendre ce qu'il y avait de meilleur chez ce que faisaient les autres, dans ce que faisaient les autres, et pour l'importer dans notre école, dans nos écoles respectives, ou pour développer, je dirais, des opérations en commun. Ça nous a permis effectivement à Télécom ParisTech de lancer, et j'adhère totalement à ce qu'a dit Marion, dès la première année de Télécom ParisTech, au mois d'octobre, ils en ont marre de la taupe, on les met sur des projets pluridisciplinaires avec un objectif de livrer au bout de 6 mois un démonstrateur sur la base de sujets qu'ils choisissent eux-mêmes et qui sont validés par des partenaires entreprises. Et puis nous avons à la rentrée 2012 cette année, grâce à un enseignant-chercheur qu'on a recruté à l'école polytechnique d'ailleurs, introduit ce qu'on a appelé les projets d'innovation master pour donner de la visibilité, de la cohérence et fixer un cahier des charges minimum à tous les projets d'innovation qui émergeaient dans toutes les options de l'école. Alors soit par l'école elle-même, soit des multiples sollicitations qu'on avait des entreprises. Toutes les entreprises nous proposent aujourd'hui de participer à des concours visant à stimuler l'innovation chez nos étudiants, et on avait un problème, c'était celui du foisonnement, et on essayait de remettre tout ça d'équerre sans justement tuer toutes ces initiatives, qu'elles soient internes ou externes. Bon, le mélange de conceptualisation et de partage d'expérience entre les écoles de ParisTech a donc été tout à fait profitable. Sur ce volet bilan, je terminerai simplement en disant tous ces dispositifs ont au moins 2 caractéristiques communes. La première, c'est qu'ils brassent des étudiants venus d'horizons très différents. Alors on a dit des ingénieurs, des élèves managers, mais aussi des designers. Il y a beaucoup de projets innovants qui intègrent des designers. On a la chance d'avoir à Paris deux grandes écoles de design. Alors, j'ai bien dit à Paris, parce que s'ils sont dans Paris intramuros, bon, on n'a pas le temps de développer ici la question de l'articulation entre Saclay et Paris qui m'est assez chère, mais c'est clair que les compétences de design, il faudra aller les chercher dans Paris, elles ne seront pas sur Saclay, je ne pense pas. Et puis voir d'autres compétences, HEC Entrepreneur, ils prennent des étudiants de fac de pharma, etc., pour faire des équipes totalement pluridisciplinaires. Ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, et j'ai bien entendu Marion dire que dans son rapport désormais célèbre, il était évoqué le fait qu'il faudrait développer les enseignements en mode projet et par pédagogie active, parce qu'effectivement, tous ces dispositifs sont tous des dispositifs qui font une plus grande part à l'action de la part des étudiants, qui n'en font plus simplement des spectateurs d'un enseignement magistral. Donc ça, c'est au titre du bilan. On ne part pas de rien. Néanmoins, ça suffit pas. La France n'en serait pas là, encore une fois, si ça suffisait. Et je vous conseille le rapport de l'Institut Montaigne de février 2011 qui s'appelait « Adapter la formation de nos ingénieurs à la mondialisation », rédigé par des ingénieurs du corps des mines. Et puis je vous recommande également à nouveau le deuxième rapport PIMREP, donc qui est ce groupe d'enseignants-chercheurs de ParisTech qui travaille sur l'innovation. Lui n'est pas encore paru sous sa forme papier, mais qui est disponible sous sa forme électronique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que pour progresser, il faut travailler sur 4 M. Alors les amateurs des diagrammes Ishikawa et des 6 ou 7 M, 4 M que vous allez évoquer extrêmement brièvement. 4 M, je ne me hisserai pas. Parce que vous n'allez pas toute la page, ça n'ira pas. Je ne vais pas me hisser au niveau de Bernard Eisenberg, mais je vais quand même finir d'évoquer mon propos pour dire on va travailler sur 4 M. Tout d'abord la matière. Alors, les étudiants ou les futurs étudiants de nos grandes écoles n'en voudront pas trop de les traiter de matière, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur la matière, c'est-à-dire il faut diversifier le vivier et les origines de nos étudiants, qu'elles soient sociales, géographiques, etc. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, il faut travailler sur les méthodes. Ça, c'est les dispositifs pédagogiques, c'est les formations. On a évoqué la mixité aux managers, aux
designers, mais aussi aux étudiants des écoles d'art, je pense. Et ça, il faudra aller les chercher en dehors de Saclay. Il faut stimuler la créativité de nos étudiants en valorisant leur investissement dans les activités associatives, notamment artistiques. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle le deuxième M, c'est la méthode. Ensuite, il faut travailler sur les hommes, les man, comme on dit, et pousser nos enseignants-chercheurs à être eux-mêmes plus innovants, déposer des brevets, créer leur spin-off, changer leur regard sur l'innovation. Et là, il y a que deux façons de faire. La première, c'est de les envoyer à l'étranger quand ils sont déjà là. Et la deuxième, c'est de recruter dès qu'ils sont déjà bien câblés. C'est quand même le plus facile et c'est ce qui va plus vite que de déformer, de reformer les gens déformés. Donc là, je dirais, il y a un vrai gros travail sur le corps professoral. Et puis, quatrième M, c'est le milieu. Le milieu, il faut changer le regard que la France a sur l'innovation, valoriser les success stories, faire témoigner les innovateurs, moi ce que j'appelle casser les codes de la réussite. Pierre-Gilles Degène, Georges Charpak, on en a parlé tout à l'heure, ont beaucoup fait pour la science à l'ESPCI, mais je voudrais citer ici Jacques Lévinaire, Mathias Fink, qui ont beaucoup fait pour l'innovation à l'ESPCI. Et si aujourd'hui les ingénieurs SPCI sont innovants, c'est parce qu'ils côtoient des enseignants-chercheurs qui sont eux-mêmes des grands scientifiques et des innovateurs. Et je n'ai pas le temps de dire ce que j'ai fait plus modestement à Télécom Paris Tech à ce sujet. Je terminerai donc mon intervention en indiquant que je n'ai pas vu beaucoup de rapports récents sur l'enseignement supérieur et la recherche qui évoquent la question de la culture ou systémique. On a dit l'ascenseur de la promotion sociale s'est arrêté, ou de la diversité sociale s'est arrêté au premier niveau, au premier étage ou au rez-de-chaussée. Je crois que c'est aussi vrai de l'ascenseur de l'innovation. C'est la société dans son ensemble et le système éducatif français qui sont interpellés sur ces questions. Pour toute personne qui a vu comment on enseignait aux États-Unis notamment, même si le système scolaire américain n'a pas toutes les vertus, on peut dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour stimuler la créativité, l'esprit d'entreprise, le rapport à la prise de risque et à l'échec dans le système éducatif français, qu'il soit primaire ou secondaire. Voilà, alors Dieu merci, nos grandes écoles n'attendront pas que l'éducation nationale ait évolué pour continuer à agir. Elles l'ont prouvé et elles le prouveront encore. Je propose simplement un pacte, c'est que nous on continue à évoluer, mais qu'on arrête de nous rendre responsables de tous les maux de ce pays. Merci. Merci. Encore une fois, merci d'avoir légèrement dépassé votre temps de parole. Vous n'êtes pas le seul. C'était passionnant. Je crois que là, on a une table ronde qui était très créative. Celle d'avant était interpellative. La première était épouvantable, déprimante, si je puis dire, malheureusement. Mais c'est bien parce que on avance et peut-être qu'on avance vers ce partenaire qui est l'État et savoir comment l'État et Schumpeter, est-ce que c'est l'eau et l'huile, est-ce que c'est miscible? On va voir tout ça. Merci en tout cas à vous tous. J'ai pas le temps de vous laisser la parole parce que on a déjà un petit peu débordé le temps de parole. Donc on va laisser la place donc à la prochaine table ronde. Je crois qu'on peut tous les applaudir. C'est très bien.